Pour ce faire, du coup, donc, pour ma part, je suis donc, Mathieu Danielou, cofondateur et président de Trajan, et j'ai l'honneur d'être accompagné par un de nos plus fidèles clients, Lionel de Orange. Je te laisse te présenter. Bonjour. Donc, je travaille chez Orange et je travaille sur les sujets social media, gouvernance médias sociaux, listening depuis 2010, donc ça fait un peu de temps. Et aujourd'hui, je travaille plus sur des sujets data IA, donc j'ai une petite équipe pour la communication d'Orange France, avec qui on travaille sur des sujets vraiment de web, performance, social listening, donc on essaie d'intégrer tout ça. Et puis j'ai une casquette aussi de porter des cas d'usage d'IA générative, notamment pour la communication. Du coup, peut-être pour rappeler un petit peu quand même qu'est-ce que le search listening. Donc, comme on l'a dit, c'est l'écoute des moteurs de recherche, et surtout l'écoute de ce que les consommateurs recherchent réellement en fait sur les plateformes comme Google. Quels sont du coup les termes utilisés, quelles sont leurs expressions particulières, mais surtout aussi leurs questions qui vont venir révéler du coup finalement leur intention. Est-ce qu'ils ont en tête soit d'acheter, soit de consommer en termes de contenu. Évidemment, on va aussi montrer aujourd'hui que le search listening n'est pas qu'une technologie, c'est aussi un moyen justement de pouvoir découvrir des insights nouveaux, en tout cas d'un genre différent sur les marchés et sur les marques. On va aussi voir rapidement comment est-ce que les technologies comme Trajan permettent du coup de pouvoir déployer du search listening à grande échelle. Et surtout, on verra du coup, grâce à Lionel, comment est-ce que des marques telles que Orange arrivent à en faire du coup des insights activables et du coup des recommandations concrètes. Du coup, en effet, on parle de mine d'or d'insight, puisque, comme vous devez le savoir, tout le monde, quasiment, fait des recherches sur les moteurs de recherche. Google notamment, mais pas que. Un chiffre qui est, pour moi, crucial, c'est celui donc des 83%. 83% des achats démarrent par une recherche en ligne. Sur Google, sur Amazon, sur TikTok. Ce qui est certain, c'est que dans le parcours d'achat, il y a quasiment toujours, donc 8 fois sur 10, un acte de recherche. Si en tant que marque, on sait du coup capter ce type d'informations, à ce moment-là, on se met en capacité de comprendre un peu quelles sont, encore une fois, les dynamiques de consommation. Ce qui est aussi extrêmement intéressant à voir, c'est que depuis le Covid, on dénote un peu une progression ou une évolution en fait, de la manière de rechercher. Historiquement, on cherchait collectivement des choses assez simples, comme par exemple Internet fibre, assurance vie, crème de jour, crème de beauté. Maintenant, on remarque que les consommateurs font de plus en plus des recherches très complètes, comme par exemple carte déploiement fibre Bretagne Sud, et ça, donc ce mouvement d'aller vers donc plus de complexité et du coup aussi plus d'informations est un mouvement qui se perpétue et qui est notamment aussi beaucoup drivé par l'essor des IA génératives, ChatGPT, tout ce qu'on peut avoir dessus, du coup parce que les consommateurs se mettent à poser des questions directement à ces IA. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut aussi du coup aller comprendre grâce à ce listening, du coup déjà quels sont les produits ou les services recherchés. Quelles sont aussi du coup les marques qui sont en vogue, au sens qui seraient cherchées spécifiquement, par exemple, en France ou sur un territoire donné. Et bien sûr, on va aussi pouvoir s'intéresser également aux bénéfices attendus, pourquoi les consommateurs cherchent à acheter du coup des produits, mais aussi aux craintes, notamment très important dans des sujets comme par exemple la pharma, essayer de comprendre un peu par exemple quelles sont les vraies craintes des consommateurs et des patients vis-à-vis par exemple de nouveaux médicaments. Autre point qui est souvent un petit peu oublié par rapport au search, c'est que la donnée est systématiquement géolocalisée. Sans savoir évidemment ce que vous cherchez à tel endroit au numéro de votre rue, on peut savoir ce que cherchent les consommateurs par ville, par département et par région. Ce qui permet du coup d'avoir des insights assez précis, comme par exemple des écarts entre la perception et les attentes de consommateurs, par exemple entre Paris, Marseille et Strasbourg, mais même, comme on le voit sur ce petit graphique, entre différentes villes autour de Paris. On voit par exemple que voilà, le sport préféré des Français n'est pas le même selon si on vit à Levallois ou si on vit à Bobigny. Voilà, en tout cas, ça, on peut le démontrer comme ça. Et enfin, pour conclure sur cette diversité du search, j'aimerais souligner que le search n'est pas que Google. Tout le monde pense toujours search égale Google. C'est vrai, Google a une part de marché extrêmement importante, plus de 95%. Mais le search, c'est aussi d'autres types de moteurs de recherche. Le search, c'est aussi par exemple le retail search. Amazon, qui d'entre vous n'a jamais fait une recherche sur Amazon? C'est aussi bien sûr Walmart aux États-Unis, mais c'est aussi de plus en plus le social search. Et là-dessus, je vais peut-être laisser Lionel du coup prendre la parole sur l'essor de TikTok d'un point de vue moteur de recherche. Alors, c'est vrai que moi j'ai quand même travaillé des années sur le social listening et sur ces sujets-là. Et là, depuis 2 ans, j'ai pris les sujets un peu plus SEO classique Google. Et toujours à se demander comment on peut lier les deux, comment justement, parce que ce sont les mêmes souvent consommateurs, comment on peut travailler les liens entre tous ces univers.
Et donc là, l'idée, on parlait beaucoup d'hybridation de données, donc on est vraiment là-dedans. Et on s'est rendu compte effectivement que, par exemple, en regardant aussi sur notre plateforme YouTube les contenus, la plateforme YouTube qui met en avant de plus en plus des formats short, verticaux, donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Et on s'est rendu compte un petit peu de façon très empirique que beaucoup de nos clients, de nos prospects, notamment la population beaucoup plus jeune, qui sont aussi des prescripteurs importants dans la téléphonie, utilisent TikTok comme moteur de recherche. Et ça nous a, au début, ça nous a un peu surpris. Et du coup, on a un peu creusé le sujet. Et on s'est rendu compte que cette génération Z, voire la génération alpha, de plus en plus, va utiliser TikTok pour aller chercher des infos conso, produits, services, ou même quand on va se promener ou autre, trouver une info où aller, où visiter, quoi faire dans une ville, un quartier. Et donc, c'est une plateforme qui est de plus en plus à une force de recommandation et un impact de plus en plus important. Et aujourd'hui, malheureusement, les API de TikTok n'étant pas ouvertes, on est un peu limité, mais on expérimente quand même beaucoup. On a un compte Orange très institutionnel aujourd'hui sur TikTok. Et là, on va franchir le pas. D'ici juin, on va ouvrir un compte TikTok Orange France. Et l'idée, c'est utiliser aussi le search listening de façon à capter les insights consommateurs et sur la plateforme TikTok, être vraiment dans une interaction, donc produire des contenus beaucoup plus serviciels, beaucoup plus dans une forme d'appétence de contenu. Et ça nous a forcé aussi à nous rapprocher beaucoup plus des équipes de relations clients pour pouvoir co-construire du contenu ensemble sur ce type de plateforme. J'ai hâte que tu testes notre module Trajan TikTok Insight. Donc on l'a vu, du coup, donc le search, c'est une chose qui est protéiforme, qu'on parle de Google, Amazon ou TikTok. C'est surtout en fait un challenge pour pouvoir notamment comprendre et détecter qu'est-ce que cherchent les consommateurs. J'ai pris cet exemple un petit peu, on va dire, pour faire un peu écho à Orange sur, par exemple, le sujet liqueur d'orange. C'est vrai que si on s'intéresse à ce marché, comme pourraient le faire, par exemple, des grands acteurs français des spiritueux, on va pouvoir se poser la question de, par exemple, qu'est-ce que cherchent concrètement les consommateurs autour d'une catégorie, autour d'un produit. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, contrairement au social listening, où on part en fait d'un sujet large pour essayer de finalement deep dive et de découvrir des sujets parallèles, en search, c'est tout l'inverse. Au setup, au démarrage, on doit être capable de penser, d'imaginer finalement tous les termes associés à un concept, associés à une industrie ou associés à un marché. Par exemple, ici, il faut savoir imaginer du coup, ce que les consommateurs peuvent chercher autour des cocktails, comme le Grand Marnier ou la Grand Sangria, autour des marques, bien sûr, donc les marques qui produisent ce type de liqueur, et bien sûr autour des produits qui sont du coup autour de ce type de produits, comme par exemple le triple sec. Ce qui est certain, c'est que cette sémantique, elle est cruciale. Si on ne fait pas l'effort d'aller vraiment comprendre qu'est-ce que cherchent les consommateurs et de trouver la diversité des mots-clés, la diversité des questions et des expressions, on peut passer à côté d'insights vraiment cruciaux, et parfois on peut même du coup passer à côté de tout un pan de marché. Et là-dessus, je pense que Lionel a un bel exemple autour des smartphones. Aujourd'hui, côté Orange, on a tout un éventail de produits, d'offres, de services dédiés à nos clients. Et on se rend compte effectivement que si on observe que les performances, on réduit que les performances de nos offres, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et donc ça, c'est le travail qu'on fait avec Trajan un petit peu au quotidien, d'essayer de voir, d'être plus basé sur orienter vraiment quelles sont les habitudes de nos clients, notamment les champs sémantiques. On se rend compte qu'à un instant T, quand on crée une offre, on l'appelle par exemple réparation du mobile ou du smartphone, et là, dans l'exemple que vous voyez, on se rend compte que finalement, les gens utilisent, dans le moteur de recherche, utilisent très peu finalement cette terminologie smartphone ou mobile, mais vont plus utiliser le mot téléphone. Ça paraît évident, mais quand on n'a pas fait l'étude et quand on ne s'est pas rendu compte de la volumétrie, on peut passer à côté de quelque chose et on peut être inefficace en termes de SEO. On peut passer à côté de beaucoup d'opportunités en n'utilisant pas les bons mots-clés, y compris aussi sur nos différentes prises de parole et notre production de contenu. Donc ce qu'on a fait, c'est que évidemment, là, on a fait cette première recherche quantitative sur ces champs sémantiques. Donc on les a beaucoup travaillés avec Trajan et avec l'IA. Ensuite, on a utilisé ces champs sémantiques pour les faire du social listening, donc faire des analyses conversationnelles.
Donc valider, vérifier sur les réseaux sociaux qu'effectivement quels étaient les termes et les besoins de nos clients. Et derrière, on a soit créé, alors on n'a pas changé le nom des offres, hein, donc, parce que côté marketing c'était compliqué. Par contre, côté communication, on a vraiment travaillé sur la façon de présenter, de parler du contenu, du produit sur les réseaux sociaux. Et on est également allé chercher des articles qu'on avait publiés et on les a utilisé l'IA pour les réécrire, les optimiser, rajouter des FAQ et pour pouvoir redonner un boost SEO sur tous ces sujets. Donc là, on essaie de mettre en place un cercle vertueux, à la fois avec du search listening, avec de l'analyse conversationnelle et en optimisant des contenus avec l'IA. Vous voulez voilà. Le deuxième exemple, qui est à peu près le même, mais Orange, on fait un travail aujourd'hui sur une technologie qui va disparaître, donc c'est la technologie du cuivre, et donc il y a un côté très réglementaire, et donc ça fait depuis longtemps qu'on prend la parole, mais de façon très réglementaire, autour de notions, autour de l'arrêt du cuivre, et on s'est rendu compte, aussi le travail qu'on fait avec Trajan, on s'est rendu compte que finalement, les consommateurs vont très peu utiliser ces notions-là, parce que c'est plutôt des sujets institutionnels, réglementaires, et finalement, en travaillant les champs sémantiques, on s'est rendu compte que les gens utilisent la terminologie fin ADSL. Donc nous, on est parti d'un besoin, enfin en tout cas d'une vision techno, et on s'est rendu compte que pour le grand public, ce qui les intéressait finalement, c'est pas tant l'arrêt du cuivre en tant que tel, mais c'est la fin de leur service, la fin de la DSL et quelles sont les offres ou quel est l'accompagnement qu'on peut leur proposer après. Et donc, on a retravaillé tout un pan de nos contenus sur notre site Réseau Orange pour pouvoir répondre enfin, être plus en phase en termes de parcours, pour pouvoir accrocher les personnes et les call to action, enfin tous les éléments du parcours pour pouvoir les mettre beaucoup plus en phase sur ce que eux cherchent, fin de la DSL, et pas qu'ils comprennent que l'arrêt du cuivre finalement ça veut dire la même chose parce que c'est pas leur sujet. Donc il faut qu'on leur parle avec les termes que eux utilisent et ce dont ils ont vraiment besoin. Vous l'avez compris, du coup, le vrai enjeu du coup, donc, autour du search est de pouvoir du coup, cartographier, de vraiment comprendre finalement quelles sont les recherches des consommateurs. Pour ça, il faut du coup être équipé d'une bonne technologie, parce que finalement, passer d'un concept comme par exemple le smartphone à plus d'1 million de mots-clés autour des smartphones, c'est pas quelque chose qui est simple si on le fait manuellement. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu, typiquement, d'avoir une IA capable du coup d'épauler, d'assister finalement l'utilisateur pour pouvoir aller déjà détecter des mots-clés, donc typiquement les fameux mots-clés autour de smartphones, pour découvrir que justement les gens cherchent avant tout au téléphone portable. Là-dessus, on va bien sûr s'épauler, s'appuyer sur des IA qui vont notamment des IA de suggestion sémantique. Typiquement, notamment une qui est incroyable, qui est ChatGPT. Donc on va en fait utiliser l'IA générative pour aller en fait demander à ChatGPT d'imaginer à notre place qu'est-ce que les consommateurs pourraient chercher sur les moteurs comme Google, comme Amazon ou TikTok. C'est du coup un mode un peu opératoire qui est nouveau et qui permet qui a des résultats assez conséquents pour pouvoir trouver déjà du coup qu'est-ce que cherchent les consommateurs, mais aussi derrière pour pouvoir les regrouper. On a parlé tout à l'heure de clustering avec Meltwater, c'est toujours la même histoire, pouvoir regrouper des recherches similaires parce qu'elles mentionneraient une marque, elles mentionneraient une personnalité, un lieu, un ingrédient ou du coup un device. C'est exactement ce qu'on fait du coup chez Trajan pour notamment permettre du coup de pouvoir classifier toute cette masse d'informations. Donc on voit ici rapidement un exemple en direct, mais l'idée c'est de dire que finalement il est possible, finalement, en partant d'un vaste champ de mots-clés, d'un vaste champ sémantique, de pouvoir à la fin arriver sur une donnée qui est catégorisée et qui du coup est fiable et qui peut du coup être interprétée finalement par l'utilisateur sans avoir à plonger dans des longues listes de mots-clés. Important de noter que voilà, effectivement, merci Orange d'être un client en première heure. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle practice du coup de search listening n'est pas finalement qu'une practice pour les grandes marques. C'est aussi une practice qui est même pour des acteurs qu'on n'aurait pas pu imaginer, en tout cas que j'aurais pas pu imaginer il y a 3 ans en créant Trajan. Même Google est du coup un fier utilisateur de Trajan et donc du search listing. Pourquoi? Parce que même chez Google, il y a des équipes du coup de planning stratégique qui ont besoin de comprendre un peu aussi comment évolue le search, comment évolue finalement le comportement des consommateurs par le search, et que du coup deviennent eux aussi utilisateurs du coup de cette technologie. On va maintenant passer sur un dernier volet qui est celui du coup de comment, en tant que marque, interpréter les Search Insights. C'est vrai qu'on parle de challenge parce que c'est pas forcément une donnée qui est utilisée historiquement par les équipes, que ce soit notamment les équipes en Insight. C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu qui est de comment finalement comprendre cette donnée et comment est-ce que derrière on peut l'interpréter pour en tirer du coup des actions concrètes. C'est vrai qu'on quand on voit un graphique de search listening, on se dit bah oui c'est pareil que le social listening, ça me rappelle mon CRM, bon peut-être d'un point de vue graphique, mais c'est vrai que la donnée derrière n'est pas du tout la même. Quand on voit du coup une courbe qui monte, comme par exemple ici les Français en orange qui cherchent de plus en plus à faire réparer des smartphones, donc à trouver un réparateur, on ne parle pas bien sûr d'ici une recherche égale un achat. On parle du coup d'une recherche égale une intention.
C'est déjà cet effort psychologique qui n'est pas forcément le même de se dire qu'on va interpréter des données qui sont des données avant achat. Déjà, un caveat à mentionner. Deuxième point, c'est une donnée qui est du coup géolocalisée. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance, quand on fait l'analyse du coût de marché, notamment avec les panels ou avec le social listing, à considérer les marchés comme étant un tout. On va analyser la France, l'Espagne, les USA. C'est forcément très bien, mais c'est souvent un petit peu passer outre le fait que les marchés ne sont pas du tout uniformes. Pas uniformes parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a parfois des gros écarts finalement de recherche, donc de perception des consommateurs, entre par exemple Paris versus Marseille, entre par exemple aussi les États allemands du Nord versus du Sud. Et ça, finalement, le search, c'est quelque chose qui vient le révéler, qui vient permettre aussi de faire derrière des actions marketing ciblées et plus concrètes. Du coup, l'intérêt pour une marque, c'est déjà de se poser la question de sur quel champ d'action je veux exploiter le search et finalement avec quelle équipe je peux derrière collaborer pour pouvoir en faire des insights activables. C'est vrai qu'on parle souvent des insights au sens catégorie insight. Est-ce que je ne peux pas anticiper par exemple la progression d'une catégorie, la progression d'une nouvelle tendance? Mais on peut aussi penser aux équipes médias. Lionel en parle très bien justement en disant est-ce qu'on ne peut pas voir du coup des territoires ou des endroits sur lesquels ma marque serait en train de perdre de vitesse par rapport aux autres. On peut bien sûr aussi aller sur un enjeu derrière de content. Comment est-ce que moi, en tant que marque ou retailer, je peux produire des contenus en lien avec l'actualité? Et pour ça, bien sûr, il faut avoir une technologie qui peut les trouver. Je vais du coup laisser Lionel s'auto-citer grâce à vos slides pour parler un peu de comment Orange interprète du coup la donnée search. Voilà. Donc bon, je ne vais pas m'auto-citer, mais par contre, oui, un petit mot sur comment on utilise tout ça en termes d'organisation. C'est vrai que ça fait quelques années que je travaille sur des sujets d'analyse, de social listening ou d'analyse data. Et la grande frustration qu'on a quand on travaille sur ces sujets, peut-être que vous partagez avec moi ce constat, c'est qu'on produit beaucoup d'énergie, mais le dernier kilomètre, il est compliqué. Et surtout, c'est très compliqué d'avoir un impact réel après sur la marque, un impact réel sur le client. C'est pas toujours évident, enfin en tout cas à la communication, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de vraiment embarquer en amont, c'est-à-dire d'être beaucoup plus ce qu'on appelle data-driven, d'embarquer en amont toutes les équipes, y compris les équipes éditoriales, les social media managers, les community managers, les responsables des sites web, etc. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine depuis des années. Et là, aujourd'hui, dans nos directions, on a réussi à se constituer en schématisant en deux pôles. Un pôle plutôt, effectivement, data insight. L'idée, c'est d'être agnostique, c'est-à-dire d'utiliser tout le search, quelles que soient les plateformes et tout type de données. Et à côté de ça, on va avoir des équipes sur lesquelles qu'on accompagne pour qu'elles puissent travailler plus en omnicanalité. Quand autrefois, on avait des gens qui étaient plutôt responsables des réseaux sociaux, ou de Facebook, ou du web, ou des vidéos, etc. Là, on va travailler en matriciel, on va leur donner la vision omnicanale sur une thématique ou sur un sujet, et ils vont travailler le parcours sur l'ensemble de la thématique. Et nous, on va apporter des dashboards, on va apporter des insights avec tous les outils dont on dispose pour qu'ils puissent comprendre l'impact et la performance de leur stratégie de contenu. Et après, l'idée, c'est de travailler ensemble sur comment on peut les améliorer, comment être dans une boucle d'amélioration continue en utilisant la donnée au cœur de la production de contenu. Donc ça, c'est vraiment un objectif, enfin ça paraît évident, mais c'est un objectif qu'on a depuis très longtemps et qui commence à porter ses fruits, notamment parce qu'on a des outils aujourd'hui qui sont très intuitifs, qui fonctionnent bien. On a des créateurs de contenu qui sont plus sensibles à ce type de données. Et surtout, nos analystes bénéficient aujourd'hui des IA génératives qui permettent d'accélérer considérablement la production d'insights, la production d'analyse. Évidemment, il y a encore, c'est pas des outils encore parfaits, on est encore en apprentissage, mais voilà, ça c'est vraiment l'essence qui nous permet de pouvoir avoir un impact via la data. Autre exemple, assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, j'ai cité ici donc l'immense Guilhem Fouetilou, qui est aussi du coup un de nos fidèles soutiens, qui du coup utilise aussi le search listening dans une perspective qui est tout autre, qui est celle finalement de comprendre un peu les attentes des patients, notamment sur des marchés comme par exemple les marchés américains, par rapport aux différentes molécules, aux différents médicaments qui peuvent exister. Notamment pour aller voir un peu s'il n'y a pas des ingrédients qui seraient par exemple vus comme étant nocifs, négatifs, ou en tout cas facteurs de risque. Et c'est vrai que du coup, ça vient vraiment compléter les études traditionnelles. C'est pas toujours évident finalement d'aller poser des questions sur des choses un petit peu intimes, comme par exemple, voilà, on a beaucoup travaillé sur la constipation, c'est quelque chose qui est pas forcément simple à aller investiguer quand on est un sondeur ou un panéliste, chose que le search fait au contraire très bien, puisque finalement tout le monde cherche sur Google, même des choses qui sont inavouables.
Donc c'est vrai que les laboratoires pharma sont toujours intéressés aussi par le côté search listening, pour le côté un peu justement comprendre un peu, finalement s'intéresser au miroir de la consommation qu'est Google et que sont aussi les autres moteurs de recherche. Autre exemple intéressant qui est aussi mis en avant par Pierre Fabre, notamment avec Julien Bontempi, qui est du coup essayer de comprendre un peu les aspirations et finalement les bénéfices attendus par les consommateurs autour de différents produits, notamment des produits contre l'acné ou des produits contre, par exemple, aussi la protection solaire. Là-dessus, le search listing va pouvoir apporter, encore une fois, des éléments différenciants, puisqu'on va être sur une donnée spontanée. Spontanée, donc, qui révèle exactement ce que les consommateurs cherchent à obtenir comme bénéfice quand ils considèrent l'achat d'un produit. Voilà, donc finalement, peut-être pour résumer en un slide, ce qui doit finalement rester dans votre esprit pour la suite par rapport au search listening, c'est que premièrement, le search listening est crucial pour pouvoir capter une parole qui est spontanée des consommateurs. Tellement spontanée que finalement, on oublie même parfois qu'on fait des recherches sur Google et on oublie même parfois même ce qu'on a cherché 2 minutes avant. Par contre, Google n'oublie pas, ainsi que les autres plateformes comme Amazon ou comme TikTok, et c'est autant d'informations qui sont stockées et accessibles aux marques pour comprendre vraiment quels sont les critères d'achat concrets des consommateurs. Deuxièmement, on sait tous qu'une marque cherchée est une marque qui est reconnue, en tout cas qui est connue. Encore une fois, ça devient un excellent proxy pour faire des baromètres de notoriété en continu. En continu, et encore une fois, à une double échelle nationale, mais aussi locale. Et enfin, last but not least, c'est vrai que ça devient aussi un bel outil pour pouvoir trouver en fait, des carrefours d'audience, comprendre quelles sont les recherches et les sujets qui génèrent vraiment un intérêt chez les consommateurs et du coup chez les prospects, pour pouvoir du coup positionner la marque, comme le fait si bien Orange avec du coup ses contenus sur TikTok, Meta et bien sûr Google. Je conclue en 2 mots. Juste, pour moi, c'est fondamental, effectivement, d'être dans une vision très hybride de la donnée. Et je pense que ça a été dit aussi dans les interventions précédentes. Sur certaines données, on a vraiment des insights, des intentions. Sur d'autres, on a plus du NPS, de la satisfaction, etc. Donc, on doit prendre en compte tous les sujets et être capable de les analyser de façon corrélée, de façon transverse. Et je pense que c'est important que le search listening nourrisse bien le content responding. Merci. Merci à tous. Merci messieurs, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour cette super présentation. Moi, j'avais juste une question pour Lionel. Est-ce que vous avez pu mesurer des ROI sur le cas, par exemple, smartphone, avant, après ça? Parce que je sais que pour les insights, c'est compliqué en fait. Sur le cas smartphone, on a vraiment travaillé sur un service qui s'appelle réparation, c'est-à-dire réparation du smartphone. Donc, on a difficile de calculer un ROI financier, mais par contre, on a augmenté notre visibilité sur les moteurs de recherche. Voilà. Après, la réparation, c'est un sujet compliqué pour nous parce on est très bien placé parmi les autres acteurs telco. Par contre, il y a d'autres pure players qui sont qui prennent vraiment, qui trustent les premières places. Donc c'est un travail de fond, oui. Donc oui, on a un ROI dans le sens où on a amélioré notre visibilité sur des sujets, parce que c'est un service qu'on a lancé de l'an dernier, donc qui est assez récent. Mais surtout, ça nous permet d'aller mesurer dans le temps. On est en train de mesurer dans le temps et on a vu que ces actions sont efficaces. Et l'idée, c'est de mesurer dans le temps et de progresser et de gagner des parts au fur et à mesure, des parts de voix. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Mathieu, merci Lionel. Du coup, ma question, c'est si on dit que le niveau de maturité de social listening est à 10 pour le moment, d'après vous, quel est le niveau de maturité pour ce search listening et pourquoi? Moi, je répondrais simplement à 5 sur 10. 5 sur 10 parce que du coup, les programmes qui existent fonctionnent. Au sens où on peut détecter des insights, on peut du coup tirer un ROI, pas forcément financier, mais au moins sur d'autres indicateurs comme la visibilité ou en tout cas la connaissance client, la connaissance marché. Par contre, il y a encore du travail à faire dans 2 axes. Un axe déjà de plateforme. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on analyse Google, Amazon, pourquoi pas un peu les moteurs comme Baidu en Chine ou Naver en Corée du Sud. Il y a en fait beaucoup de moteurs de recherche sur la planète au-delà de ces moteurs. Il y a notamment toutes les plateformes de e-commerce, tous les retailers et toutes les marketplaces qui sont autant de sources d'informations qui sont finalement super importantes. Typiquement, Sephora, pour un acteur comme L'Oréal, est crucial. Donc là-dessus, il y a un vrai mouvement sur capter plus de sources, un peu comme le social listening était il y a 5-6 ans, à vouloir enchaîner, empiler des sources. Le second axe, c'est un axe de cours encore de progression sur l'aspect justement recommandation automatisée.
Enfin, souvent, on nous dit, c'est vrai que les insights, c'est important, il faut en trouver, mais c'est peut-être encore mieux quand ils déclenchent des actions immédiates. On pense facilement à une action qui est autour de la publicité en ligne. Si on voit qu'une recherche augmente, pourquoi pas du coup déclencher une ad sur Amazon, sur Google ou sur Bing. Ça peut être aussi, par exemple, créer des contenus automatiquement. Pourquoi pas créer des nouvelles pages web en fonction des search trends. Pourquoi pas aussi faire des briefs finalement à des agences en fonction des seuils qui seraient atteints, comme par exemple le fait que votre marque baisse en notoriété ou qu'à l'inverse, un concurrent augmente de manière significative. Donc il y a un double axe de travail qui est sur le sourcing et sur du coup le fait de déclencher des actions en fonction des insights tirés du search. Donc 5 sur 10. J'en profite. Bonjour Mathieu, salut, merci encore. Je me posais une question sur le forecast et le prédictif. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez, que vous pensez pouvoir intégrer? Est-ce que c'est réaliste sur du search? On voit pas mal d'acteurs se positionner sur, un potentiel de projection d'une tendance à 5 mois, 6 mois, 1 an. Vous en êtes par rapport à ça? Très bonne question. C'est une des principales feature requests qu'on reçoit. Alors c'est possible et c'est faisable d'un point de vue purement statistique. Dans le sens où on a quand même 4 ans de données historiques, voire plus sur les projets anciens, ce qui permet d'avoir une certaine confiance dans la saisonnalité. Par contre, voilà, après, est-ce que la prédiction est fiable? Ça, chacun se fera son avis. Ce qu'on voit, nous, simplement en search, c'est que les recherches sont souvent en anticipation de l'achat. Là-dessus, on est les premiers à dire qu'il y a une corrélation très forte entre search et achat. Donc, toute entreprise qui saurait, par exemple, comprendre le search pourrait du coup anticiper par exemple des stocks qui évolueraient, ou en tout cas des demandes qui évolueraient pour faire baisser les stocks. Du coup ça fonctionne bien. De là à prédire l'avenir un an, sur 12 mois, on se mouille pas autant pour l'instant chez Trajan. Mais c'est vrai un sujet pour nous avec Trajan de détecter des signaux faibles pour pouvoir être plus réactif que la concurrence, ça c'est important. Eric. Merci Mathieu. Merci à tous. Merci Lionel.